Forte diminution de la Covid-19 au Mali, néanmoins la troisième vague s'annonce plus dangereuse et plus meurtrière que la précédente. Ainsi, vigilance reste démise selon le directeur général de l'INSP, Akori Aga Iknan. Les détails dans un instant. Le paysage politique est mouvementé depuis quelques jours. Cela fait à l'annonce des réformes institutionnelles et politiques, l'un des axes prioritaires du gouvernement de Dr Choguel Koukalamaïga. À suivre dans ce journal l'analyse de Noutogo, membre du M5 RFP, sur la question. Le comité syndical de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a entamé une grève de 48 heures ce jeudi 24 juin. Pour cause, l'arrestation d'un de leurs collègues. Vous aurez les détails avec Yaya Diarra, secrétaire général du comité syndical. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Une fois n'est pas coutume, nous commençons cette édition par la santé. Afin de faire le point sur l'évolution de la pandémie à coronavirus dans notre pays, le nombre de personnes testées positives a fortement chuté cette dernière semaine, selon le directeur général de l'Institut national de la santé publique. Cependant, il n'est pas exclu que le Mali subisse une troisième vague plus contagieuse. Ainsi, pour mieux se protéger et protéger les autres, l'Institut national de la santé publique, à travers son directeur général, préconise la vaccination. Reportage. Depuis quelque temps, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 au Mali est en diminution. Malgré cette évolution positive, le virus reste toujours présent. Le professeur Akori Aga Iknan, directeur général de l'Institut national de la santé publique, nous donne le bilan des dernières semaines. Aujourd'hui, la situation de la COVID-19 évolue, comme je l'ai dit. Il y a une évolution en 3 vagues que nous avons connues. La première vague qui a duré 32 semaines. Et la seconde avec un pic que nous avons eu à 71 cas. La deuxième vague après cette première vague qui a duré 32 semaines, avec une phase en plateau de 12 semaines. Nous avons connu la seconde vague et cette seconde vague a duré 17 semaines avec un pic à 154 cas, tout le monde s'en souvient le 4 décembre. Et ensuite nous avons eu une troisième vague et on est dans la 16e semaine. Cette vague encore plus intense et plus meurtrière que la deuxième, qui elle-même beaucoup plus meurtrière et beaucoup plus intense que la première, qui est à la 16e semaine où nous avons eu un pic, vous vous rappelez très bien, 314 cas. Donc aujourd'hui, depuis 2 semaines, 3e semaine, nous avons un nombre de cas assez faible. Donc pendant même la dernière semaine, nous avons eu 2 jours où il y avait 0 cas. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes vers la fin de l'épidémie. Ça, c'est extrêmement important à dire à nos compatriotes. Chaque fois que nous avons le nombre de cas qui baisse, le plus souvent nous observons que les gens commencent à délaisser les mesures de prévention. Ne portent plus de masque, la distanciation physique ne se fait plus, l'usage du gel hydroalcoolique pas du tout. Et donc ça, ce n'est pas de nature à faire en sorte que nous puissions sortir de cette épidémie. Afin d'inciter la population à se faire vacciner, seul moyen de venir à bout de cette pandémie, le directeur a expliqué qu'une vaste campagne de sensibilisation a été mise en place. Sur les 396 000 doses que nous avons reçues comme première donation du système COVAX, nous avons, à la date d'hier, nous avons vacciné près de 134 000 personnes. Et ça, c'était pour la première dose et près de 46 197 pour la seconde dose. Mais depuis hier, nous avons mis en place un système de renforcement de toutes les énergies possibles pour essayer de booster cette vaccination. En quoi faisant? Nous avons impliqué les forces armées et de sécurité qui vont s'adjoindre à nos équipes au niveau périphérique, au niveau des régions, pour pouvoir vacciner. Et là, depuis hier, ce mouvement a commencé. Et vous voyez aujourd'hui
Même ici au niveau de l'Institut, il y a une équipe qui est venue pour commencer la vaccination et je viens de quitter justement cette équipe et qui reçoit vraiment pas mal de gens. Nous avons aussi, on a vu à Nioro où la vaccination a été boostée avec le chef de Nioro qui a donné l'exemple. Donc nous osons espérer que les doses qui restent, pratiquement les 85 000 doses qui restent, nous allons pouvoir les consommer rapidement. Nous allons intensifier la communication qui n'a pas été tout à fait à la hauteur dans cette campagne effectivement, et avec les différentes radios de la place, mais aussi les télévisions, avec des messages souvent qui vont être retransmis dans toutes les régions, presque la plupart des cercles du pays, partout où il y a une écoute audiovisuelle. Et vraiment, nous osons espérer que les Maliens vont commencer à se faire vacciner. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette vaccination, dans les semaines ou les mois à venir, va être obligatoire pour ceux qui veulent voyager. Ça va être pratiquement un passeport pour voyager. Donc il est important que les gens puissent se faire vacciner. Au début, nous avons priorisé les personnes qui sont les plus en contact, c'est-à-dire le personnel socio-sanitaire. C'est important parce que les doses qui sont arrivées n'étaient pas assez importantes pour la population, que nous sommes de plus de 20 000 habitants. Ensuite, nous avons priorisé en deuxième lieu les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes avec comorbidité, les personnes qui présentent des risques importants par rapport à cette maladie, qui ont d'autres pathologies associées. On sait que quand vous avez d'autres pathologies associées, les risques, non seulement de décès, est important, donc c'était pour protéger ces gens. Mais depuis, je crois, 1 ou 2 semaines, déjà nous avons impliqué tous ceux qui ont plus de 30 ans qui peuvent se faire vacciner. Et je pense que les quelques semaines qui nous restent, nous allons pouvoir effectivement vacciner cette frange de la population pour que nous ayons au moins une consommation de près de 70% des doses de vaccins qu'on nous a gracieusement offertes. Par ailleurs, il a mis l'accent sur le fait que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de la péremption d'une importante dose du vaccin AstraZeneca sont infondées. Non, ça c'est vraiment, je ne sais pas d'où est-ce que les gens tiennent cette information. Les vaccins qui sont reçus, la validité des vaccins c'est 6 mois. Et donc ce vaccin doit périmer le 10 juillet, à l'heure où je vous parle. Nous n'avons aucune dose de périmée parce que la date de péremption n'est pas encore arrivée. C'est au 12 juillet. Aujourd'hui nous sommes le 24 juin. Donc, et la quantité qui n'aurait pas été consommée, déjà nous avons pris toutes les précautions possibles pour les envoyer à d'autres pays qui sont demandeurs pour que lorsqu'ils vont recevoir leur deuxième dose, ils vont nous rétrocéder la quantité que nous avons envoyée. Ça, tout simplement, c'est pour éviter de perdre ces vaccins. Donc, j'informe l'opinion nationale et internationale qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une seule dose de vaccin AstraZeneca périmée au Mali. La date de péremption, c'est jusqu'au 12 juillet. Et nous ne sommes pas encore au 12 juillet que je sache. Donc ça, ce n'est pas de bonnes informations, c'est des informations de nature à annihiler tous les efforts que nous sommes en train de faire pour faire sortir notre pays de cette épidémie. Je pense qu'on doit être positif et essayer vraiment de donner la très bonne information aux populations. Et lorsqu'on a une information comme ça, il faut venir à la source. Les gens peuvent visiter le Centre national d'immunisation, voir les conditions d'abord dans lesquelles les vaccins sont conservés, de très bonnes mesures de conservation. Qu'il y ait rupture ou pas, la relève est assurée par les groupes. Vraiment, il n'y a aucun problème, pas de péremption et pas de rupture de la chaîne de froid par rapport à ces vaccins à l'heure où je vous parle. Face à une troisième vague de cette pandémie qui s'annonce plus meurtrière, le directeur de l'INSP lance un appel à la population malienne. Le mot de la fin, c'est vraiment appeler nos compatriotes à nous aider. Il y va de la crédibilité de notre pays. On n'est pas le seul pays. Regardez, des pays comme le Burkina vient d'avoir sa première dose il n'y a pas à peine 1 semaine, 2 semaines. Nous avons eu la chance de l'avoir bien avant la date même prévue. Et donc, c'est vraiment un privilège pour notre pays. Donc, si nous n'arrivons pas à consommer les premières doses qu'on nous a données à cause de la mauvaise communication qui a été faite sur les réseaux sociaux, etc., qui ont dissuadé les gens d'aller se faire vacciner, nous avons été vaccinés, nous n'avons eu aucun problème. Les 2 vaccins. Donc, j'en appelle
à l'esprit civique, citoyen des populations maliennes pour qu'elles aillent se faire vacciner. Si on veut sortir de cette épidémie, pour que les gens aillent à leurs activités économiques quotidiennes, etc., que l'école reprenne, que les activités économiques reprennent. Nous avons déjà les problèmes de sécurité et si à cela, ces problèmes de santé, effectivement, s'ajoutent, je pense que ce n'est pas de bon augure pour notre pays. Donc j'en appelle à l'esprit de sagesse, à l'esprit de confraternité et de citoyenneté de nos compatriotes pour qu'ensemble, nous essayons d'unir nos efforts pour conjurer cette épidémie. À ce jour, plus de 130 000 personnes ont reçu la première dose du vaccin AstraZeneca selon l'INSP et environ 45 000 ont reçu la deuxième dose. Ainsi, la campagne de vaccination est toujours en cours. Parlons politique à présent. L'organisation d'une assise nationale de refondation, la mise en place d'un organe unique et indépendant des élections sont entre autres les priorités du nouveau gouvernement du Dr Choguel Kokala Maïga. Aucun parti ne doit être exclu de ces processus, affirme Noutogo. Selon lui, ces réformes sont l'occasion pour les forces vives de la nation d'échanger sur les véritables problèmes du Mali afin d'aboutir à des meilleures réformes. Écoutons-les au micro de nos reporters. Il faut qu'ensemble, qu'on ouvre le débat et que les gens discutent sans exclure quelqu'un, l'ensemble de la classe politique, pour qu'on échange sur les véritables problèmes de la nation. Et après avoir échangé beaucoup sur la situation actuelle, sécuritaire, sociale, économique, politique, vous savez, même les Maliens n'arrivent pas à manger aujourd'hui. Et sur les réformes que l'État, qu'on nous propose pour aller vers donc, une révision constitutionnelle ou aller vers donc, la refondation même de l'État, c'est dans les discussions que jaillit la lumière. Maintenant, si les gens refusent de le faire, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. C'est pour cela, pour moi, ouvrons le débat, allons-y, discutons de façon concrète, prenons le temps d'écouter les uns et les autres et ne biaisons pas le problème et ensemble proposons des solutions pour la sortie des crises. La somme de tout ce qui s'est passé, les Maliens se disent, franchement maintenant, il faut prendre la CENI, il faut prendre la 2E, il faut prendre l'administration territoriale et la Cour constitutionnelle pour avoir l'organe unique. Maintenant, les personnalités seront invitées là-dedans et les gens devant tout le monde, de façon transparente, les résultats seront donnés et que tout le monde doit se retrouver dans ce résultat-là. En prenant des gens libres, comme dans d'autres pays, 7 ans, sans d'autres fonctions, ils ne sont pas dans les partis politiques, mais efficaces pour nous. Donc, dans d'autres pays, donc, ça s'est passé. Mais souvent, la mauvaise gestion peut amener des dérives. Il y a eu donc, des commissions indépendantes dans d'autres pays, mais il y a eu des dérives. Mais surtout que pour notre pays, que ce soit quelque chose pour nous enlever de la crise. Le nouveau gouvernement de Choguel Maïga a été un gouvernement pour d'autres d'espoir, pour d'autres de la déception. En âme et en conscience, j'ai trouvé certains ministres là-dedans, ça m'a un peu déçu. Parce que pour moi, si on veut le renouveau, ces ministres eux-mêmes allaient prendre la responsabilité historique en respectant le peuple malien pour ne pas être dans le gouvernement. Pour relever ce défi, il nous faut aujourd'hui conjuguer les efforts. Choguel n'est pas militaire. Choguel donc, va gérer, coordonner. Il est donc le maître d'œuvre. Mais le véritable problème, c'est Sadio et Daoud qui vont gérer la sécurité à travers le président de la République, qui est Hassim. Ils vont relever le défi parce qu'il faut qu'ils prennent le centre, les préoccupations du centre. Il nous faut sécuriser le Mali et se mettre au travail. C'est pour cela souvent je ne rentre pas dans ces histoires dans ces histoires entre Russie et la France. Parce que pour moi, au lieu de compter sur les enfants d'autrui, compte sur ton enfant. Comptons sur nous-mêmes pour relever ce défi-là. C'est ce travail. Et je dis à tous les Maliens, je ne suis pas russe, je ne suis pas français, je suis malien. Et je demande à tous les autres d'être dignes maliens pour qu'on puisse relever le niveau de nos forces armées qui souffrent dans les conditions très difficiles. Pour moi, il faut que ceux qui le disent, il s'agit aujourd'hui de l'ADEMA, du parrainage, et puis franchement, un peu de descente qui soit dans leur coin. Parce que tu ne peux pas faire ta vie à être dans le gouvernement.
J'ai été un des responsables de Amadou Toumane-Touré du PDS. Après le coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Diongounda qui était le président de la transition. Il ne nous a jamais invités dans le gouvernement. On est resté à côté. Vous avez pris le pouvoir est tombé avec vous. Mais au nom de Dieu, au moins c'est un peu d'honneur quand même. Qu'il reste à l'air quelque part. Franchement, pour supporter, pour qu'on aille, il ne devrait pas rentrer dans le gouvernement. L'ADEMA est considéré comme un parti qui magie. Là où c'est fait bon, ils sont là-dedans. Le RPM n'a pas pris ses responsabilités historiques devant Ibrahim Boubacar Keïta, sinon le Mali n'allait pas tomber. Boubé nous a imposé un homme qui s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. Le parrainat a plongé, les autres, ils ont suivi. Pour moi, franchement, qu'il reste un peu à la marge pour nous laisser continuer, quoi. Et enfin, la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat, à travers son comité syndical, a montré son mécontentement avec une grève de 48 heures qui a débuté hier jeudi. Cela fait suite à un sitting organisé par le dit comité pour cause l'incarcération du chef de la subdivision de l'urbanisme et de l'habitat de Koutiala dans l'exercice de ses fonctions. Il serait accusé de détournement, de favoritisme concernant l'obtention des parcelles et les lenteurs administratives par plusieurs agences immobilières de Koutiala. Selon le secrétaire général du comité syndical de la DENI, ces accusations seraient fausses et infondées. En fait, c'est suite à l'incarcération de notre collègue à Koutiala. Comme vous l'avez constaté sur les réseaux sociaux, le processus a commencé depuis le jeudi. Nous étions en échange. Et avant-hier, on nous a appelé qu'il a été mis sous mandat de dépôt. Chose qui ne nous a pas plu. Un fonctionnaire, et de surcroît aussi, c'est un officier de police judiciaire. Parce que chez nous, à l'urbanisme, on a des textes, des agents qui sont enregistrés, mais qui ont prêté serment par un arrêté ministériel, sont déclarés, n'est-ce pas, des résultats et des officiers de police judiciaire. Bon, nous, on ne peut pas comprendre qu'on le met et on l'incarcère d'une cette manière, sans pourtant respecter sans passer par le contentieux de l'État. Donc c'est là ce qui a fait que nous avons décidé en tant que syndicat, on est là pour la cause de tous les travailleurs, on a décidé de faire un arrêt sur toute l'étendue du territoire. Ce qu'on lui reproche, d'abord, on lui dit qu'il est le promoteur d'une agence immobilière. Et en même temps aussi, on l'accuse de faire la préférence entre les agences immobilières pour faire les opérations d'urbanisme, notamment les lotissements, chose qui n'est pas vraie. Et aussi, on l'accuse aussi de la lenteur des dossiers dans le circuit. C'est des agences immobilières de Koutiala qui ont porté plainte contre lui. Quand même, d'abord, on va rester derrière la loi, mais ça, c'est le sitting que nous avons fait hier, ça, c'était un début d'activité pour montrer notre mécontentement. Après ça, on a prévu encore des marches, des conférences de presse et encore faire on n'a pas eu satisfaction d'ici le temps souhaité. On va faire encore poser des préavis de grève sur la table du gouvernement. D'abord, en tant que l'agent de l'urbanisme, je rapporte à la connaissance des autorités de la transition que nous, les agents de l'urbanisme, on est épuisés, on est marginalisés. On ne peut pas comprendre qu'en tant que les représentants de l'État, on nous malmène. Vraiment, on veut que ça cesse. On veut qu'on soit respecté dans l'exercice de nos missions. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.